peut se réveiller. Et c'est de ça que je parlais tout à l'heure, et qui porte différents noms et suivant les cultures. Et ce jeu cosmique, c'est une conscience. Et c'est, autrement dit, c'est l'inconscient qui envahit le champ de la mémoire, le champ du conscient. Et qui permet de voir, qui permet d'être témoin de ce que les autres n'arrivent pas à percevoir. Qui permet d'avoir la réponse à toute question que l'on se pose. C'est déjà quelque chose. Alors, j'espère que je n'ai pas brisé l'allure de cette discussion parce que moi je suis moins théorique et donc je vais voler beaucoup plus bas que vous les philosophes. Mais je voulais retourner tout à fait en arrière. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Je peux poser ma question plus tard. Ok, non, vas-y, si c'est lié à ça. Ce qui m'a frappé, c'est l'idée du fait que la vie est faite, vous avez dit que la vie est faite, comment ça s'appelle, des électrons, l'harmonie des rythmes. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à nous et comment cette affaire a commencé. C'est-à-dire, nous sommes de tempéraments différents, nous sommes de formations différentes et nous avons des trajectoires de vie qui sont très différentes. Et malgré tout, s'il s'agit de penser, lorsqu'on a commencé à penser à ce que nous sommes en train de faire, et surtout lorsqu'on a, mais bien avant qu'on se retrouve, on a commencé à penser à ça. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que cette apparente dissonance entre cette diversité dans les trajectoires, les tempéraments, etc., et comment l'objectif que nous sommes fixés dans le cadre de l'Institut constitue une sorte de matière qui permet cette harmonisation de ces dissonances. Et donc, c'est pas une question, mais ça, lorsque vous avez parlé de ça, j'ai essayé automatiquement j'ai pensé à combien nous sommes différents d'un côté et de l'autre, combien cet objectif-là que nous visons, et qui n'est pas né lorsqu'on s'est rencontrés. En réalité, je crois que l'objectif, on s'est rencontrés parce qu'il y avait quelque chose qui nous a attirés, quelque chose qui nous a réunis. Et c'est cette chose qui nous a réunis a fait en sorte, a édulcoré en tout cas, les clashs ou bien les divergences ou les dissonances que les différentes trajectoires que nous avons suivies, les différents tempéraments que nous avons auraient pu occasionner. Bon, je sais que c'est très mécanique et très simple comparé à les trucs profonds. Absolument. Que vous étiez en train ce que tu dis est complètement profond, je trouve. C'est que Diaz devient notre corps, en fait. Et c'est nous qui sont les rythmes différents qui s'accompagnent. Absolument. Et finalement, mais on ne connaît pas où se trouve l'invariant de jazz. Peut-être l'invariant, c'est ce qui nous a poussé à être ensemble sans pour autant. Parce qu'en fait, il dit jazz, c'est l'acronyme de notre institut. C'est l'Institut d'études africaines de Dakar, IEAD, mais en anglais c'est Dakar Institute of African Studies, DIAS. Donc lui, il assimile cette expérimentation du rythme à travers notre expérience dans notre entité qu'on appelle jazz. Et il y voit d'une certaine manière comment jazz a pu en fait être une certaine forme de synthèse, puisque finalement entre les antithèses que nous sommes, parce que nous sommes différents par notre personnalité et notre nature, cet objectif commun nous a amené vers une forme de synthèse, que cet objectif commun finalement est une synthèse.
et qu'il expérimente l'idée du rythme au travers de tout ce que nous avons comme différence, à travers jazz comme une forme de synthèse. Et c'est comme ça que cette métaphore qu'on a filée un peu, et qui nous permet de dire finalement où se trouve l'invariant dans jazz. Et je me pose cette question, est-ce que l'invariant, c'est pas ce thème-là qui a fait qu'on s'est rencontrés inconsciemment et... Puisqu'il est inconscient, oui. C'est une vraie question philosophique, je ne sais pas. Qui nous amène vers quelque chose. L'un vers l'autre, quoi. Vers l'autre d'abord, et maintenant vers quelque chose. Et nous retrouvons cette notion dans le microcosme comme dans le macrocosme aussi. Et les scientifiques font état de la manière dont la vie s'est créée sous l'influence des ondes électromagnétiques et électrostatiques sur l'eau, où il y a différentes particules, notamment l'ammoniac, et puis d'autres particules qu'on appelle aldélaïdes, quelque chose comme ça. Et parmi ces corpuscules sur lesquels se projettent les ondes, comment appelle-t-on encore les ondes qui viennent du soleil et qui sont très toxiques, très dangereux? L'ultraviolet. L'ultraviolet. Et l'ultraviolet est une onde extrêmement importante qui a joué dans la formation de l'univers et en reliant les corpuscules trouvés dans l'eau. Et alors, les scientifiques ont remarqué qu'il y a parmi tous ces corpuscules, tous ces qu'il y en a des corpuscules qui se recherchent et qui s'agglomèrent entre eux. Et ce sont ces corpuscules-là qui arrivent à exprimer la vie. Quand vous parliez de ce qui vous attire l'un vers l'autre, cela commence depuis la formation du monde, où les particules se retrouvent sous l'effet des ondes venant du soleil et qui font des effets dans l'eau, que l'on retrouve dans l'eau, et qui se recomposent, qui se combinent pour arriver à former ce qu'il appelle les électrons. Les électrons qui tournent autour du noyau, le neutron, ou certains l'appellent encore le neutrino, c'est-à-dire quelque chose encore de plus de masse nulle. Plus abstrait. Il y a des physiciens parmi vous? On a quelques notions, mais je pense. Non. Malheureusement, peut-être. Heureusement. On a appris un peu les électrons et les neutrons. Alors, donc je parlais de ces rythmes que ils sont solidaires les uns des autres. Et si l'un connaît une défaillance, ça réagit sur l'autre. Et en même temps, les rythmes de la nature, le végétal, des autres règnes, le règne végétal, animal, le règne sidéral, et tout cela
fonctionnent de la même façon aussi. L'un réagit sur l'autre et réagissent sur les rythmes humains aussi. Nous sommes très dépendants des rythmes cosmiques. Vous savez que le Soleil est en osmose avec l'humain, où nous sommes en osmose avec les rythmes solaires et du cosmos. Et je ne suis pas physicien. Moi, j'essaie de comprendre ces théories, ces états, à travers des expériences personnelles que j'ai vécues et qui me font parfois revenir sur des souvenirs et qui me permettent de voir de quoi il retourne sous le rapport des rythmes. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est très matériel. C'est-à-dire, on a déjà vu ou entendu des gens avoir des théories similaires, mais c'est des théories très spirituelles. Alors que chez vous, c'est très matériel. Où se trouve la spiritualité dans tout cela? J'ai même l'impression, on a l'impression que vous pouvez expliquer la spiritualité par des choses matérielles. C'est comme si la spiritualité devient ce qu'on utilise quand on n'a pas des réponses matérielles. Alors que vous les expliquez de façon très, très matérielle. Si vous le percevez comme cela, cela dépend beaucoup plus de mon ignorance et de la manière dont je l'explique que de la réalité de la chose, car matière et esprit se combinent pour ne former qu'un seul état. Et il n'y a pas de matière d'un côté et l'esprit de l'autre, mais esprit et matière c'est nous qui la voyons sur ce rapport duel, dialectique. Alléluia. Mais matière et esprit rejoignent l'unité. Et pour Einstein, c'est la relativité générale. Et pour Charon, c'est la relativité complexe. Mais dans mon expérience, je vois que ce sont les rythmes qui sont entrés en jeu pour donner lieu et à l'esprit et à la matière. Moi, je suis... à sa question, moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas compris matérialisme, ou matériel plutôt. J'ai plutôt compris entité cosmique. C'est-à-dire que voir la nature comme une agrégation d'éléments cosmiques. Mais j'ai envie de dire, alors à partir de ce moment-là, parce que moi, en fait, j'établis quand même une hiérarchie dans ce que vous dites. Peut-être que le rythme tel que vous le percevez, c'est quelque chose d'assez immatériel. Ce n'est pas quelque chose de physique. Est-ce que, par exemple, le rythme rejoint une certaine forme de divinité, par exemple? Est-ce que dans ce cosmique que vous essayez d'organiser comme une forme d'organisation du monde, il y a une hiérarchie où on arrive à une certaine forme de téléologie, une certaine forme de télos, de destination? Est-ce qu'il y a une finalité? Ou c'est simplement des rythmes qui s'interconnectent et qui disparaissent après et qui se transforment? Une théologie ou une mythologie? Non, une téléologie. Une téléologie, c'est-à-dire que c'est une certaine forme de finalité, un télos. Est-ce que ces rythmes qui s'interconnectent ont une destination, une signification,
ou c'est juste des rythmes qui s'interconnectent, qui disparaissent et qui sont remplacés par d'autres rythmiques, par d'autres formes cosmiques? Quelle est votre compréhension de ces... Se penchant sur le problème de la divinité, parce que ça c'est... Gaston Bachelard. Et a dit que la divinité n'est ni réelle ni irréelle. Et que c'est une image représentative de l'existence de tous les phénomènes. C'est une image qui symbolise l'existence de tous les phénomènes, quels qu'ils soient. Et que si les divinités antiques, grecques, romaines et encore plus anciennes, n'étaient pas réelles, et il n'y a aucune raison de penser que ce cours de l'histoire qui va des anciennes divinités en passant par différentes étapes jusqu'au Dieu des chrétiens ou je dis le Dieu des chrétiens, je pourrais dire aussi le Dieu des musulmans ou des juifs, parce que ce sont les monothéistes. Mais le monothéisme existait déjà bien avant, bien avant la création de Dieu. Et le mot Dieu lui-même vient d'un concept, vient d'une divinité qui faisait partie de la multiplicité des divinités antiques et qui s'appelait Dia, qui a différents noms. Et c'est par l'histoire qu'il est venu, qu'il s'est imposé par l'ordre social et politique et par les puissants du monde, les puissantes nations sont arrivées à ont fini par imposer. Parce que dans l'Antiquité, tous les peuples s'entretuaient pour aussi imposer chacun leur propre divinité. Et qu'ils disaient être l'unique divinité. Jusqu'au moment où on a fini par vénérer, adorer plusieurs divinités. Mais au fur et à mesure que le monde chemine vers sa quête d'unicité, et toutes ces divinités ont fini par se retrouver en une seule. Donc, si les anciennes étaient irréelles, il n'y a aucune raison de penser que le Dieu des chrétiens soit aussi réel. Parce que ça fait partie du même courant historique d'évolution spirituelle, d'évolution des idées. C'est spirituel ou c'est intellectuel? Ou c'est la même chose finalement? Spirituel, je dirais, pas intellectuel. C'est pas le savoir, mais c'est ce que nous vivons intérieurement. Lorsque vous parlez de Dieu, comme la totalité des choses, et je reviens à ma question, et c'est probablement moi qui
qui ne suis pas en mesure de saisir l'essence de ce que vous dites. Mais lorsque vous dites Dieu comme la totalité des choses, pour répondre à sa question, et lorsque vous dites qu'après tout, ce variant-là, après tout, cet invariant, l'invariant dont vous parlez, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut toucher. Le matériel. Oui. Et lorsque Dieu devient la totalité des choses aussi, est-ce qu'on ne revient pas à une sorte de matérialisme qui dit que Dieu, c'est la nature? Non. Qu'est-ce que je ne saisis pas? C'est le concept ne se cantonne pas à ce niveau. Et il va beaucoup plus loin dans le passé. Il va dans le temps, la période de la formation du monde, et où la nature est j'allais dire où la nature n'existait pas, mais c'est l'éternel problème des scientifiques. La poule a pondu un œuf, et l'œuf s'ouvre et retrouve la poule. Alors, qui est le premier? C'était l'œuf ou bien la poule? Les scientifiques en sont là jusqu'à présent. Ils ont étudié en laboratoire le processus de combinaison et de formation. Même dans les assiettes. C'est pour Barrel. Est-ce que tu as tenu compte de ce que Doudou, Ibrahima, tu as tenu